À l'époque, on n'avait pas une préparation physique scientifique, avec des datas, avec des capteurs pour pouvoir analyser les courses des gars. Parce que ça, J'ai dormi 2 heures. ça se voit pas. 98 est arrivé, on est devenus les Beatles. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Second Souffle, le podcast de Liora. L'affiche est toute prête et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode là avec pas n'importe qui à mes yeux. Un collègue, plus qu'un collègue même, un champion du monde 98, un homme qui est dans l'actu puisque Kylian Mbappé vient de le dépasser en termes de sélection. Bonjour Vicente Lizarazu. Bonjour Saber, tu le fais bien, hein? Ouais, ça va. Je trouve que tu es plutôt reposé parce que soyons honnêtes, on enregistre ce podcast juste après le match de l'équipe de France qui est intervenu il y a quelques heures et je te trouve plutôt frais. Oui, c'est une impression. Parce que J'ai dormi 2 heures. ça se voit pas. On va passer une petite heure ensemble et tu verras, avec Liora, ça va très bien se passer. D'ailleurs, ma première question, elle est assez simple. Avant de commencer, pourquoi tu as accepté d'être ambassadeur de Liora ? Parce que le sujet de la formation me plaît et a toujours été, on va dire, une continuité de ma carrière. Mhm. D'abord, me former pour être footballeur professionnel et puis ensuite, quand j'ai arrêté ma carrière de footballeur professionnel, me former pour faire un autre métier. Les nouvelles technologies ne m'intéressaient pas, Ouais. mais m'intéressent beaucoup plus maintenant parce que mon fils, lui, qui est à New York, vit à New York, Ouais. très branché IA, très branché nouvelles technologies, donc il m'ambiance régulièrement. Ça fait depuis très longtemps qu'il me dit « Papa, ça serait bien que tu te bouges un peu. » Je me suis bougé là. Je suis un peu plus au point. Puis il est bon, faut dire qu'il est bon aussi, il m'a aussi donné quelques conseils, j'ai appris plein de choses aussi à ses côtés. Parlons de différents sujets aujourd'hui, on va évidemment évoquer la formation, revenir sur ta carrière aussi, parler de ces nouveaux outils technologiques que tu commences à appréhender, que tu connais de plus en plus, avant d'évoquer ce point-là, la reconversion, qui nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer, c'est sûrement le point le plus salvateur de cette magnifique carrière que tu as ouverte il y a maintenant quelques années de cela. La formation, donc parlons-en avec notamment l'épisode, c'est la question que je me posais, qui a été pour toi le plus formateur dans ta carrière de footballeur. C'est lequel ? C'est le passage du gamin qui rêve d'être footballeur professionnel et qui un jour ouvre la porte d'un centre de formation, le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Donc je dirais que le moment le plus fort, c'est quand monsieur Debellex, qui s'occupait du centre de formation des Girondins de Bordeaux, est venu à la maison pour me dire qu'il aimerait que je rentre au centre de formation et qui demande à mes parents si c'était OK. Et ma mère qui est en larmes, qui veut pas, parce que c'est très loin Bordeaux. Bien sûr. C'est à 200 km. Ouais. Et mon père, lui, il est content pour moi et moi, je suis là comme ça. Ouais. Je suis trop content. Ouais. Je crois que c'est ça le moment le plus fort parce qu'enfin, je pouvais accéder à mon rêve. Non, j'accédais pas à mon rêve. J'accédais à la possibilité de réaliser ce rêve parce qu'il y a plein de joueurs qui vont au centre de formation et qui deviennent pas footballeurs professionnels. Donc c'était juste le début. Mais déjà, partir à Bordeaux, c'était quelque chose pour moi de très très fort. Et puis m'entraîner tous les jours pour devenir footballeur professionnel. À ce moment-là, donc, tu grandis évidemment au Pays Basque, tu as joué à Hendaye dans un premier temps, tu as été formé à Bordeaux comme tu l'as rappelé évidemment. En quoi ce contexte culturel et régional il t'a façonné dans ta façon d'apprendre le football notamment? Là, aujourd'hui, je rigole avec la distance par rapport à Bordeaux, parce que c'est que 200 km. Mais à l'époque, on n'avait pas l'autoroute. Et donc, c'était des chemins de traverse. Tu mettais quand même 3h30 pour aller à Bordeaux. Puis bon, tu vois, j'étais un petit gars du Pays Basque. J'étais habitué à ma plage, à ma montagne, à mes activités spécifiques à Hendaye où je vivais chez mes parents. Et c'était un gros changement. C'était le centre de formation des Girondins de Bordeaux. C'était l'internat à Mérignac, au lycée Fernand Daguin. Voilà, c'est la première fois que je découvrais l'internat. La vie au lycée, plus les entraînements au sport-études de Mérignac. Donc c'était un peu un nouveau monde, une nouvelle vie. Mais comme je voulais être footballeur professionnel, en fait, j'acceptais tous ces sacrifices parce que c'est pas facile, parce que t'es tout seul, parce que t'as pas de copains au départ. Et puis après, tu te fais des copains. Par chance, il y avait pas mal de gars de Pyrénées-Atlantiques qui étaient aussi au centre de formation des Girondins. Donc, il y a une amitié qui s'est créée et quelque chose qui est indélébile et des mecs avec qui je parle encore aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, on pouvait dire librement « Chocolatine n'est pas un pot de chocolat ». T'étais
T'étais plutôt bien entouré. Oui, okay. on ne disait que ça d'ailleurs. On ne connaissait pas l'autre mot. Ça n'existe pas. Très bien. Non. Ok, je vois. En quoi cet épisode-là à Bordeaux, il t'a évidemment façonné et à quel point finalement ça t'a aidé dans ta carrière de footballeur pour la suite, bien sûr, mais aussi pour ta vie d'homme? Parce que j'ai eu le temps de grandir. Même s'il y a eu des moments difficiles, et notamment liés à ma taille, mon physique, parce que, on va dire, les 2 premières années ont été compliquées. Les entraîneurs croyaient pas trop en moi. Il y avait un entraîneur qui avait été un peu dur avec moi, qui avait dit à mes parents, bon, il sera jamais footballeur professionnel parce qu'il est trop petit, pas assez physique. Mais en même temps, ça m'a formé aussi, ça m'a endurci, ça a augmenté ma motivation de lui prouver qu'il avait tort, même si c'est pas pour lui que j'ai fait ça, j'ai fait d'abord pour moi. Et puis après aussi des rencontres vraiment très positives, très importantes, comme celle avec Piero Labat, qui a été notre formateur au Girondins, avec Ante Mladinic, un très grand formateur yougoslave, avec une méthode d'entraînement spécifique, avec des entraînements techniques, des entraînements physiques, qui nous ont permis de beaucoup progresser, du jeu en triangle, le jeu qui est un peu la marque de fabrique, par exemple, de Barcelone à une époque, où c'est une façon de jouer collective, où il faut toujours avoir 2 solutions sur le porteur du ballon. Et donc, cette formation-là à Bordeaux, elle a été très importante, très utile. Et en même temps, j'avais la paix, on était très tranquille à Bordeaux. Le cadre était quand même très agréable. Même si j'avais pas encore la voiture au début, et après je l'ai eu, et c'était encore plus agréable. Mais voilà, être footballeur professionnel à Bordeaux, très franchement, c'était génial. J'avais pas l'impression de faire un métier. C'était la belle vie. Et puis après, ton premier match en pro. Là aussi, c'était assez particulier, parce que moi j'ai fait une formation comme attaquant. Et j'ai commencé en pro attaquant avec Aimé Jacquet. Et puis après, il y a un changement d'entraîneur, c'est Didier Kouékou qui a pris le relais d'Aimé Jacquet. Et Didier Kouékou a eu l'idée de me positionner arrière gauche. À ce moment-là, tu étais plus dans l'axe ou déjà sur le côté gauche? Alors, d'abord, donc ma formation, c'est attaquant. Je jouais un peu tous les postes de l'attaque en pointe, sur le côté gauche. Pas sur le côté droit. Mon pied droit, il est pourri. Mais j'ai commencé comme ça, avec Aimé Jacquet. Et puis quand Didier Kouékou me propose ce poste-là, je suis surpris sur le moment, et puis je me dis, bon, attends, tu peux être titulaire au Girondins de Bordeaux à ce poste-là, saisis ta chance et te pose pas de questions, et puis joue comme tu sens. Et en fait, j'ai trouvé que ce poste me permettait de développer mes qualités d'attaquant, parce que j'étais libre de prendre l'espace, de monter, et d'apprendre à défendre. Et il s'avère que défendre, la défense, l'esprit du défenseur correspondait, je pense, à ma mentalité. Parce que j'aime le combat, parce que j'aime le duel, j'aime le frottement, j'aime la confrontation. Et du coup, finalement, ce poste, je trouve qu'il regroupait, on va dire, mes qualités, à la fois mes qualités techniques et mes qualités mentales. Et je me suis régalé à ce poste, au point que j'ai continué sur ma lancée à ce poste. Voilà, avec la suite de ma carrière. Et tu as écrit une très belle page, évidemment, de l'histoire des Girondins de Bordeaux. Pour réussir dans ce sport collectif, il faut aussi apprendre à connaître ses coéquipiers, essayer évidemment de créer des automatismes entre vous, peut-être sur le terrain, mais aussi en dehors. Il y avait un trio magique à Bordeaux à cette époque-là, avec Christophe Dugarry, Zinedine Zidane et toi-même. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors Dugas, il était déjà là. Lui, il a un an de moins que moi. Il était déjà au centre de formation des Girondins de Bordeaux, et il est arrivé, c'est la génération après. Donc on s'est très vite retrouvés, nous, aux Girondins de Bordeaux. Et celui qui nous a rejoints, c'est Zinedine Zidane, recruté par Roland Courbis. Et donc c'est l'année où Roland Courbis est entraîneur des Girondins de Bordeaux que Zizou arrive. Et là, en effet, avec Dugas, nous on travaillait cette fameuse méthode d'Ante Mladinic et de Piero Labat, avec le fameux jeu en triangle, voilà, que l'on travaillait tous les jours à l'entraînement. Et Zizou, il est arrivé, il s'est intégré comme s'il avait toujours travaillé avec nous. Comme si ce jeu de passe, ce jeu en triangle, qui a fait la marque de fabrique de notre équipe, parce qu'on parlait beaucoup de ce trio, justement parce qu'on jouait beaucoup ensemble sur le côté gauche. Je faisais la passe à Zizou, je faisais mon appel, il me l'a donné, je l'ai donné à Dugas, je faisais mon appel, bref. Et Dugas et Zizou aussi avaient ses connexions, ce qui fait qu'on jouait les yeux fermés tous les trois. Mais on a beaucoup travaillé à l'entraînement,
beaucoup. Et puis après, en match avec Bordeaux, on a créé des automatismes qu'on a exportés ensuite avec l'équipe de France, parce que c'était naturel pour nous. Et je trouve que c'est ça la force aussi d'une équipe, c'est-à-dire tu as des talents individuels, et puis après, collectivement, ils ont envie de jouer ensemble, ils savent jouer ensemble, et ils ont une espèce d'instinct. Il n'y a même pas de parole, ça se fait naturellement. Ouais, mais tu en parles aussi naturellement parce que c'est quelque chose qui t'a marqué aussi dans ta carrière, c'est quelque chose auquel tu tiens et que tu racontes assez facilement. Tu disais en fait vous jouiez les yeux fermés. Tout cela a été évidemment travaillé en coulisses et il fallait évidemment apprendre à vous connaître encore plus sur le terrain et en dehors. Oui, alors ça c'est l'autre aspect, mais c'est sûr que l'humain il est très important parce qu'il faut aimer ton partenaire. Ouais. Il faut l'aimer pour le défendre, il faut l'aimer pour avoir envie de jouer avec lui. Et donc, tu as la partie technique et puis tu as la partie relationnelle. Et c'est vrai que ça fonctionnait très bien, même si on avait des caractères complètement différents tous les trois. Du gars, il était très expansif, un peu foufou. Il aimait bien la vie. Moi, j'étais plutôt l'homme de la nature. Quand les entraînements étaient terminés, je partais au Cap Ferré faire du surf. À l'intersaison, je partais à la montagne, l'hiver notamment, je partais à la montagne faire du ski. Moi, j'étais dans un autre délire. Et Zizou avait une vie assez cadrée. Déjà, familialement, il avait sa femme, donc il était hyper sérieux dans son approche, très professionnel dans son approche. Et je crois qu'il avait aussi beaucoup de plaisir à être avec nous, à parler avec nous et rassurer aussi, quand il est arrivé à Bordeaux, de savoir qu'il pouvait compter sur nous. Il y a eu Bordeaux, il y a eu également Munich, avec l'appréhension d'une nouvelle culture, l'Allemagne, et une formation qui était peut-être encore plus exigeante après ça. Ouais, là c'est un gros changement en fait, c'est mon premier gros changement, parce que je passe d'un club formateur comme les Girondins de Bordeaux, une étape intermédiaire assez courte parce qu'il y a eu une blessure à Bilbao, et ensuite le grand club. Voilà, parce que dans une carrière, à un moment donné, quand il y a l'opportunité de jouer pour un très grand club, et il n'y en a pas 10 000 des très grands clubs, il faut la saisir, et cette opportunité, je l'ai eue. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au Bayern, très vite j'ai compris où j'étais. Très vite j'ai compris ce que l'on appelait la culture, ce qu'on appelle la culture de la gagne, ce qu'on appelle un grand club, c'est-à-dire un club qui a gagné de nombreux titres. Avant moi, ils avaient déjà 3 Ligues des Champions. Avec la génération Beckenbauer, Oulionès, Rummenigge, et un nombre incalculable de titres de champion d'Allemagne, et tu sentais que c'était une machine à gagner. Et il y avait cette culture-là. Et nous, on n'avait pas cette obsession à Bordeaux. On avait l'obsession de bien s'entraîner, d'être bon, mais pas l'obligation de gagner. On n'avait pas l'équipe pour gagner chaque année. Mais dans des clubs comme ça, t'es champion d'Allemagne, tu gagnes la Ligue des Champions, et c'est les seuls objectifs, et si tu n'as pas réussi à le faire, la saison n'est pas forcément la saison n'est pas bonne. C'est comme ça. Et donc là, j'ai découvert une espèce de rigueur, une culture du travail, une discipline que j'avais connue nulle part ailleurs, une concentration aussi sur son métier que j'avais connue nulle part ailleurs, et finalement qui correspondait à ce que moi j'étais. Je ne vais pas dire que j'avais un côté allemand, mais j'avais dans ma façon de travailler une vraie discipline, une vraie rigueur, une détermination que je retrouvais en fait au Bayern, et finalement qui me correspondait parfaitement, et c'est pour ça que j'étais comme un poisson dans l'eau là-bas. Alors après, j'ai été bon en toute modestie, mais à un moment donné, oui, je l'étais. C'était pas gagné d'avance, parce que c'était un changement de vie, un changement de culture totale, une concurrence énorme, des grands joueurs. Il fallait s'imposer, et c'était pas toujours facile. Mais j'ai réussi à le faire, et j'avoue que j'en suis très fier, parce que réussir dans un grand club, c'est pas facile, et le faire durablement, c'est encore plus difficile. Et je suis resté 9 saisons là-bas. Et j'ai marqué l'histoire de ce club, et ce club m'a marqué à vie. L'allemand, c'est toujours aussi bon L'allemand n'est pas très bon. Non. Meilleur que celui de Grégoire, mais en fait, pour une raison assez bête. Parce qu'à Bilbao, en fait, quand je suis allé à Bilbao, je parlais couramment espagnol, parce que je suis frontalier. Et j'ai fait l'effort spontanément de parler en espagnol, de répondre à toutes les questions, et je me suis piégé.
Et comme je peux être un peu rancunier, tu t'es fermé, forcément. Je me suis fermé après. Et quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai dit bon, mais ok, j'ai communication, la presse, je vais pas trop faire. Et si je parle pas allemand, ça me donne une bonne excuse. Et comme je parlais anglais et espagnol et qu'on avait des Sud-Américains et que tous les Allemands parlent anglais, du coup, c'est vrai que j'avais pas besoin de trop développer ça. Ouais. Ce qui fait que j'ai pas fait un effort énorme. Je regrette un peu aujourd'hui. Au Bayern Munich, tu as côtoyé des joueurs évidemment emblématiques. Je pense à Oliver Kahn parmi tant d'autres. Tu as découvert une culture différente, on l'a évoqué. Mais comment se transmettait le savoir dans ce vestiaire par la parole, par la confrontation directe comment ça se passait au quotidien dans un nouveau pays? Il faut pas beaucoup de mots dans une équipe. Alors, sur le terrain, il faut pas beaucoup de mots. Ouais. Parce que ça va très vite. T'as pas le temps de raconter ta vie. T'as pas le temps de faire de la philosophie sur le terrain. C'est à gauche, à droite, attention. Viens m'aider. Enfin voilà. Donc ça, c'était très très facile. Et puis après, dans la vie de tous les jours, comme je te le disais, je parle anglais et espagnol. Donc je pouvais communiquer avec tout le monde. Ensuite, ce qui est le plus difficile quand tu arrives dans les grandes équipes, c'est que tu as des grands joueurs avec des forts caractères. Et c'est une meute de loups. Il faut marquer son territoire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai compris aussi, qu'il fallait pas être trop gentil. Et voilà. Et puis je me suis fait respecter. Et puis après, ça s'est très très bien passé. Et puis après... les choses se font naturellement. Voilà, Lisa, il est là. Il est là. Et ça a plutôt bien fonctionné. Me regarde pas comme ça, on dirait que tu vas me dévorer. Il y a eu évidemment l'équipe de France. Là aussi, c'est une page majeure dans ton histoire. Et une nouvelle étape également qu'il faut appréhender, qu'il faut franchir. Comment tu l'as vécu ? C'est vrai que c'était une étape très importante dans ma carrière, parce qu'on rêve tous. Mon premier rêve, c'était être footballeur professionnel. J'y suis allé par étapes. Je me disais pas, je veux gagner la Coupe du Monde. Non, je veux être footballeur professionnel. Et puis après, quand je suis devenu footballeur professionnel, j'ai commencé à faire des bons matchs avec Bordeaux. On a commencé à parler de moi. Je me suis dit, aujourd'hui, tu peux espérer devenir un joueur de l'équipe de France, jouer en équipe de France. Et puis, c'est arrivé en 92. Gérard Rouillet qui m'a convoqué pour la première fois et ça a été une grande fierté, mais c'était encore une fois que le début de quelque chose, parce que une sélection c'est bien, et 97 c'est pas la même chose. Et au début j'étais un peu intimidé. Je pense que comme tout le monde, quand tu arrives en équipe de France, c'est un autre monde. C'est le maillot bleu, c'est le coq, c'est toute une histoire. Bah oui, mais je pense que toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui savent exactement où ils étaient le 12 juillet 1998. Je fais ce petit pas de côté. Est-ce que toi, tu t'en rappelles comme si c'était hier de cette journée ? Oui, je me rappelle comme si c'était hier. Après, je me rappelle aussi des premiers jours de préparation de cette Coupe du Monde. Parce que, comme je te disais, tu rêves d'être footballeur professionnel, ensuite tu rêves d'être en équipe de France. Mais... imaginer que dans ta carrière, tu vas gagner la Coupe du Monde, tu vas soulever ce trophée qui est magique, c'est difficile. Et par contre, après avoir fait la demi-finale à l'Euro, on avait une Coupe du Monde chez nous et on s'est dit que ça pouvait être pour nous. Même si le chemin était long. Mais Aimé Jacquet, je pense, a eu les mots, le discours, la méthode pour nous convaincre que c'était possible. Et finalement, ça a été une montée en puissance, cette Coupe du Monde. Les matchs amicaux avant n'avaient pas été terribles, mais on a démarré fort, notre premier match. Et puis après, il y a eu des étapes où on a senti qu'il y avait un vent porteur derrière nous. Voilà, le match du Paraguay en huitième de finale, qui était un match compliqué, Laurent Blanc, le match de l'Italie au penalty, la demi-finale, Lilian Thuram qui marque pas un but même à l'entraînement, et qui nous en met deux. On s'est dit, mais bon, il y a tout le monde. On nous que aide, les planètes s'alignent, quoi. Oui. Presque un petit sentiment intouchable, ça y est, on peut aller au bout. En fait, c'est un peu ça aussi. Tu vois, dans une compétition, c'est que c'est toujours hyper serré, et puis tu as toujours un petit truc qui fait basculer. Et on trouvait qu'à chaque fois, il y avait ce petit truc qui nous faisait basculer. Et voilà. Et après, bon, l'aboutissement total, c'est de mettre 3-0 au Brésil. C'est la perfection, c'est l'adversaire parfait, c'est le mythe. Et puis tu leur mets 3, c'est pas tu pas gagnes 1-0, ou tu veux prolongation, tir au but, c'est 3. 1, 2, 3. Tu veux qu'on chante, c'est ça ? Non, mais même si tu regardes le match, parce que ça m'est arrivé de le regarder, il y a des moments qui aurait pu être délicat, et je pense notamment à l'expulsion de Marcel Desailly à la 70e, un truc comme ça.
où il part en débordement, enfin non, et puis il veut partir en débordement, et puis finalement il est trop court, il tacle et il prend rouge. Et là, on se retrouve à 10 contre 11. Il reste encore un peu de temps de jeu et t'es face au Brésil. Et là, là c'est le moment un peu difficile. Mais quand tu regardes ce match, c'est vrai que tu rêves d'une finale de Coupe du Monde. Tu gagnes 3-0 contre le Brésil. Le Brésil, champion du monde en titre. Voilà, tout ce que ça représente dans le monde du foot. Qui a gagné le plus de Coupe du Monde. Et donc c'était le match parfait. Ouais. Et encore une fois, le lien avec les Girondins de Bordeaux, puisque je crois que c'est Zinedine Zidane qui te donne la Coupe du Monde de mémoire. Exact. C'est ça. Exactement. Je m'en rappelle. Après toutes les passes magnifiques entre autres. Fait. Ça me donne envie du coup de parler toujours de ta carrière superbe, de ces titres-là que tu as remportés, en parlant notamment des nouveaux outils aujourd'hui qui existent, la data, l'IA. Est-ce que tu penses que ta carrière aurait été différente avec l'IA aujourd'hui ? Mais à l'époque, il n'y avait rien qui existait. C'est-à-dire que on s'entraînait. Déjà, on n'avait pas de préparateur physique. Ouais. Il faut quand même comprendre ça. On n'avait pas de préparateur physique, on n'avait pas de salle de muscu. Mais comment ça se passait hein ? On avait un entraîneur principal et on avait un ou deux kinés. Et puis c'est tout. Et donc la préparation physique, elle se faisait par l'entraîneur. C'est-à-dire l'entraîneur était complet, il était capable de faire une préparation physique et ensuite de gérer la partie tactique et de gérer le management. L'entraîneur faisait un peu tout. Tu vois, tu prends l'exemple de Giroud, Giroud faisait à la fois aussi le travail de l'entraîneur, le travail du directeur sportif. Bref, c'était ça à l'époque. Et donc à l'époque, on n'avait pas une préparation physique scientifique. Avec des datas, avec des capteurs pour pouvoir analyser les courses des gars et travailler en fonction du poste. Les défenseurs travaillent d'une certaine façon, les attaquants d'une autre. Donc c'était vraiment pas du tout scientifique, c'était vraiment à la sensation que l'on travaillait. Alors, on travaillait fort, on travaillait bien. Je n'ai pas eu l'impression que ça a été un problème, mais c'était pas aussi technologique. Du coup, en 1998, Aimé Jacquet, évidemment, n'utilisait pas forcément les data. C'était même pas les balbutiements de la data à ce moment-là. À Clairefontaine, tu n'avais pas de salle de muscu. Là, il y en a une. Ah oui. Il n'y avait pas de salle de muscu. Clairefontaine, en fait, ça se limitait à le petit truc pour les kinés. On avait un ostéo, c'était une nouveauté. Voilà. Et puis, on avait, je ne sais même pas s'il y en avait un sauna. Ah bon les bains glacés, laisse tomber, les bains glacés, il n'y en avait pas. Et on allait courir dans les bois quand on faisait un peu de physique, ou sinon on faisait, tu vois, des 15-15, des 10-10, tu vois, des courses comme ça. Ouais, et ça s'arrêtait à ça. Et puis, personne... alors, j'ai le souvenir... Canal commençait à mettre des stats, et j'ai le souvenir qu'il commençait à donner des informations sur des stats, et je crois que avec Zizou, à un moment donné sur un match, ils avaient dit qu'on était le duo qui avait le plus échangé pendant la Coupe du Monde de passes. De passes. Donc il commençait à y avoir des stats plus qui venaient de la télévision que réellement nous, que l'on utilisait dans nos méthodes d'entraînement. Est-ce que tu penses qu'on va être remplacé par l'IA aujourd'hui ? J'ai demandé un truc à l'IA pour voir si ils étaient à l'heure ou pas. J'ai demandé, tiens, fais une analyse de Luis Enrique à la façon de Vicente Lizarazu. Et franchement, c'était très bien. Sauf que c'était quelque chose que j'avais dit il y a 3 semaines. Donc et donc je me suis dit, ils ont 3 semaines. L'IA avait 3 semaines de retard. Donc je me suis dit que par rapport à l'actu foot, normalement, on reste quand même en avance puisque l'IA reprend les commentaires qui sont faits. Alors peut-être qu'ils vont accélérer le processus, mais j'étais assez content de savoir que ce qui s'est passé il y a 3 semaines dans le foot, ça sert plus à rien en fait, parce que dans le foot, chaque match raconte une vérité et ça change à tous les matchs. Donc tu peux pas avoir une analyse définitive sur les choses. Donc j'ose espérer que ça va pas changer fondamentalement les choses et qu'on aura besoin de consultants, qu'on aura besoin de journalistes. Ça, t'as raison, j'espère aussi. Mais que l'IA puisse faire une petite partie du travail, mais qu'il puisse être complètement à jour, je suis pas sûr, on verra. Bon, et il est vrai que par le passé, ça n'existait pas vraiment. Aujourd'hui, la donne est différente puisque tu t'intéresses à ces nouveaux outils. Tu connais Claude, par exemple ? Je parle pas de Claude Deschamps.
Je parle évidemment d'une application. Je connais Claude. Tu connais Claude? Je connais Claude, mais parce Comment que... va Claude? Claude m'accompagne beaucoup aujourd'hui. Et je connais Claude en vérité parce que mon fils m'a tellement pris la tête avec ça, parce que mon fils vit donc à New York. Et lui, il est très branché IA, il s'en sert beaucoup dans son travail. Il a monté une start-up aux États-Unis. Et dans le cadre de son activité, il utilise l'IA pour faire des tableaux Excel, des tableaux financiers, pour faire des discours avec les gens avec qui il travaille. Donc, il utilise vraiment beaucoup l'IA. Il fait travailler l'IA pendant toute la nuit, pour faire vraiment des trucs super sophistiqués. Et il m'a dit, papa, ça serait bien quand même que tu te mettes à la page et que tu comprennes comment ça marche et tu comprennes ce que ça peut apporter aussi en termes de plus-value et de temps que tu n'as pas forcément toi à consacrer. Même si pour moi, comme consultant, j'ai besoin de regarder les matchs, j'ai besoin quand même de prendre mes informations un peu à l'ancienne et puis surtout d'avoir un point de vue personnel qui n'est pas dépendant de trop d'informations que je vais aller chercher ailleurs. Quand je regarde un match de foot, je me fais ma propre opinion. Je n'attends pas l'opinion d'autres pour savoir ce que je pense de Michael Olise, par exemple. Voilà, je vais regarder précisément Michael Olise sous tous les angles et puis ressentir quelque chose et puis l'exprimer. Et c'est comme ça que tu peux avoir une expertise, on va dire, personnelle, différente, et pas reprendre tout ce qui se dit. T'es plutôt au monde connecté ou au monde classique? Je suis plutôt montre connectée, mais je suis pas un fou furieux non plus de... Tu vois, pour revenir sur le vélo, y a des cyclistes qui font tout avec les capteurs de watts, de puissance. Et avec le cardio aussi, pour savoir où t'en es au niveau du cardio, et tu roules en fonction du cardio. J'essaye moi quand même de pas être obsessionnel avec ça. Je préfère le faire à la sensation et accepter les jours où je suis moins bien et rouler un peu moins fort, mais pas être tout le temps. Enfin voilà, tu peux l'être quand tu es professionnel, mais quand tu le fais pour le plaisir, bon, les watts c'est bien, savoir où t'en es au niveau du cardio sur une montée c'est bien, et pas dépasser un certain seuil c'est bien, mais en même temps je fais pas de la compète et donc c'est bien aussi d'avoir la sensation. J'aime bien faire confiance sur la sensation. J'aime bien avoir aussi la liberté parce que ça t'apporte des éléments quand tu es professionnel, mais quand tu es amateur, il faut pas que ce soit une obsession. Donc je trouve qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et comment tu as vécu l'arrivée de la tech dans ton quotidien, mais cette fois-ci plus professionnel, en tant que consultant aujourd'hui dans ton métier de consultant? Alors j'ai trouvé ça intéressant, mais dans le cadre du commentaire de match, à un moment donné, j'ai eu accès en effet à toutes les informations au niveau statistique. Mais le problème, c'est que quand tu es commentateur et quand tu es consultant, il ne faut pas sortir du match. Le plus important, c'est d'être dans le match et de ressentir le match et de regarder chaque seconde. Et que ce soit pour les datas, que ce soit pour un travail qui est fait en amont sur des anecdotes, sur des joueurs, ça t'oblige à mettre le nez dans tes fiches. Et si tu mets le nez dans tes fiches, tu ne regardes pas le match. Et je trouve que pour nous, consultants... c'est le danger. C'est le danger. Et j'ai expérimenté plein de trucs et finalement des matchs où vous avez super préparé le truc avec plein d'informations et où je regardais les stats aussi en même temps. Tu te déconnectais en fait de ce qui je me noyais un petit peu et je me déconnectais de la sensation. La sensation, sentir un match, sentir les temps forts, les temps faibles, sentir les moments où tout d'un coup une équipe prend l'ascendant, une autre, sentir les moments où tu as un joueur, un attaquant qui fait la différence, qui est en feu, un défenseur qui est en difficulté. Il faut avoir les yeux vraiment ouverts. Il y a 1000 choses à raconter en fait dans un match. Et finalement, c'était des informations qui me perturbaient plus qu'elles m'apportaient des choses. Et puis bon, après, on est une équipe. Voilà, que ce soit toi ou Grégoire, pour apporter ces éléments-là. Et quelque part, j'aime bien quand vous le faites. Et surtout, si ça corrobore aussi ce que j'ai ressenti. Visuelle. L'impression visuelle. J'aime bien. Je trouve l'humain, il est important et moi, je suis l'ancien joueur, donc c'est important que je parle de mon ressenti et que je sois pas trop obnubilé par tous ces aspects à côté, parce que tu vois, par exemple, les anecdotes.
c'est bien, c'est des anecdotes, mais pour autant, ça veut pas dire que ça va conditionner le match. Ouais. Tu vois, comme tu as décidé, par exemple, que cette équipe, elle était meilleure que l'autre avant le match. Parce qu'avant, ils ont été meilleurs. Mais sur le match, ça peut changer complètement. Donc toi, tu pars sur une idée qui est fausse. Donc il faut se laisser aussi porter par le match et par les sensations du match. Et j'aime bien ça, même si j'accepte le fait que à un moment donné, je sais pas, sur le match d'hier, Ndembélé, il a touché 2 fois moins de ballons que Doué. Bah ouais, je l'ai vu. Ouais. Et ouais, les stats le disent. Et du coup, bah, ça fait 2 éléments qui vont dire que bon, il a pas fait un bon match. Il est pas aussi rayonnant qu'avec le Paris Saint-Germain, par exemple. Tu parlais donc de ton rôle de commentateur, de consultant. Tu exerces maintenant ce métier depuis quelques années. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé après ta carrière de footballeur ? Je l'avais anticipé parce que 2 personnes importantes du paysage médiatique m'ont parlé. C'était Étienne Moujotte et c'était Michel Denisot. Ok. Je les ai croisés, en fait, Étienne Moujotte, je l'ai croisé après l'Euro 2000 et il est venu me voir, il me dit bon, vous m'appelez quand vous arrêtez votre carrière parce que je pense que dans les médias ça peut fonctionner. Parce qu'à ce moment-là tu étais encore clairement dans le feu de l'action, quoi. 2000, parce que j'ai arrêté en Euro 2004 avec les Bleus. Oui, et puis j'ai arrêté en 2006 ma carrière. Donc c'était 6 ans avant la fin de ma carrière. Donc tu as eu cette réflexion quand même. Étienne Moujotte a eu le feeling, et puis il y a aussi Michel Denisot qui me l'a dit quelques temps après. Et je me suis dit bon, si ces 2 gars qui sont quand même des références dans le milieu disent ça, c'est que peut-être que j'ai des qualités et que je devrais développer ou expérimenter. Et c'est pour ça que très vite, quand j'ai arrêté, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Alors il y a 2 raisons. Parce que ces mecs-là me l'ont dit, parce que j'étais plutôt à l'aise au micro et que ça m'amusait d'essayer. Et puis aussi parce que je voulais garder un pied dans le foot, mais avoir une vie ailleurs. C'est-à-dire que je ne me voyais pas tout de suite, après ma carrière, basculer vers un métier d'entraîneur ou de directeur sportif qui étaient des métiers à 100% où tu fais que ça. Je voulais continuer à parler de foot parce que c'est mon sport, c'est ma passion. Et puis en même temps, j'avais envie de bouffer la vie, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie de... Voilà, et puis il s'avère que cette vie-là, elle me correspond très très bien, elle correspond à mon caractère. Voilà, j'adore le foot, j'adore commenter des grands matchs, et en même temps, j'adore partir en Polynésie faire du surf, j'adore partir au Groenland faire du ski. Enfin, je peux faire tout ça. Et ça, c'est une grande richesse. Donc Étienne Moujotte et Michel Denisot, qui ne sont pas n'importe qui dans le monde du PAF, t'ont semé cette graine-là dans l'esprit. Mais est-ce que tu as eu un accompagnement spécial après donc ta fin de carrière en 2006 ? Pas du tout. Pas du tout ? Rien. Ah ouais ? Rien, sur le tas. J'ai appris sur le tas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé avec Canal, à la télévision, puis RTL, à la radio, puis l'équipe, en presse écrite. Et finalement, le commentaire de match, je l'ai appris sur le tas. J'avais d'ailleurs commenté des matchs avec Grégoire Margoton sur Canal. Ah, vous êtes connus à ce moment-là ? On s'est connus, on s'est connus à ce moment-là déjà. La radio avec RTL, c'était bien parce que je faisais un peu tout. C'est-à-dire qu'à la fois animateur d'émission, à la fois faire des éditos, à la fois un peu de commentaires de matchs. Donc très formateur. Très formateur. En fait, j'ai trouvé que la radio était le métier le plus formateur. T'avais pas le souci de l'image, comme tu sais, à la télévision, voilà, le cadre, machin, un peu, il faut être bien habillé, il faut être maquillé, machin, mais t'as de soucis esthétiques. À la radio, tu l'as pas parce que on n'était pas filmé à l'époque. Et donc, du coup, tu es vraiment que sur la parole, la concentration sur la parole. Donc, tu vois, faire plein d'émissions sous toutes ces formes, ça m'a permis vraiment de me former et de voir que j'étais à l'aise. Et ça a été la meilleure école pour tout le reste. Et après, l'écrit, c'est encore quelque chose de différent. Faire des chroniques, faire des éditos, faire une analyse post-match, faire une équipe type en décryptant tes choix. Bon, c'est encore un autre travail différent. Et donc, finalement, ce panel-là, télé, radio, presse écrite, je trouve que c'est parfait en fait pour progresser dans ce métier. Tu touches à tous les métiers. La retraite sportive, finalement, t'as obligé à te reformer professionnellement, à ouvrir un nouveau chapitre, une deuxième vie, comme le dit très souvent Didier Deschamps. Comment tu as vécu cette transition vers les médias ? Est-ce que tu t'es senti finalement à l'éva nouveau quand tu me racontes en fait ces différentes anecdotes ?
Très bien, je me suis senti très bien. En fait, tu sais, la petite mort, moi, elle a duré 2-3 jours. Parce que tu t'es vite projeté sur la suite. Ouais. Elle a duré 2-3 jours parce que c'est quand même un choc te dire que tiens, c'était mon dernier match contre Dortmund à l'Allianz Arena. Les 90 minutes ont été difficiles parce que je voyais le temps passer, parce que je me disais que chaque minute qui passait, c'était, on se rapprochait de la fin. Donc ça a été difficile. Donc j'ai eu un petit coup quand même. Je ne vais pas dire que c'était la fête au village tout de suite après le match, mais pendant 3 jours, pour faire ce mini deuil. Mais quand j'entends des joueurs te parler de 6 mois de dépression, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, où ils sont paumés, ils savent pas quoi faire, ou en tout cas leur vie leur paraît fade. Moi, ça m'est pas arrivé. 3 jours après, je me projetais sur ma nouvelle vie. Je me disais, waouh, génial, je me casse faire du surf au Mentawai. J'allais faire de la plongée en Polynésie française avec les requins. Je vais faire plein de trucs. Et puis, m'attendait en septembre mes activités dans les médias pour parler de foot, où j'avais pas trop de pression. J'étais content de découvrir un nouveau métier. Parce que ça aussi, tu vois, j'ai jamais eu la pression en fait dans ce métier, parce que quand tu es footballeur professionnel et que tu joues des grands matchs, c'est la pression max. Tu peux pas avoir une pression plus importante que ça. C'est la moindre erreur, tu perds un match. Donc après, pour moi, j'ai jamais été stressé et j'étais surtout curieux. J'avais envie d'apprendre dans ce nouveau métier. Est-ce que tu as eu finalement plusieurs vies dans une seule et même vie? Évidemment, tu parles de ton après-carrière, de ta carrière de footballeur, mais il y a aussi peut-être un avant et un après, lorsque l'équipe de France a été sacrée champion du monde. Ça change une vie définitivement. Et comment ça s'est concrètement matérialisé dans ton quotidien perso après 1998? C'est quoi qui a le plus changé? Si je dois comparer avec Bordeaux, Bordeaux, tu fais ton match, tu as le petit résumé, tu joues le samedi, tu as le petit résumé de Sud-Ouest et de l'équipe le dimanche. Éventuellement, tu regardes le mardi si tu as l'étoile. Tu regardais ça? France Football. Enfin bon, bref. Mais tout le monde s'en foutait la semaine. Tu rentrais, tu faisais tes entraînements et personne, tout le monde s'en foutait. T'es gagné, t'es perdu. Il n'y avait pas de commentaire en fait. C'était ça qui était fabuleux, c'est que tu avais un commentaire le lendemain et puis après c'est fini. Blackout jusqu'au prochain match. Jusqu'au prochain match et tu t'entraînais, t'étais peinard. C'était fabuleux. Il y avait, c'était une vie extraordinaire. On gagnait pas grand chose à cette époque-là. Mais on était tellement tranquille, c'était génial. Et puis, tu avais une vie tout à fait normale, en fait. Tu vois, t'étais pas assailli. Par contre, quand 98 est arrivé... T'as senti le regard des gens qui a changé? Tout a changé. On est devenus les Beatles. Vraiment, c'était de la folie. C'est monté en puissance au fil de la compétition, mais on ne pouvait pas imaginer ce que ça serait après. Et après, c'était difficile de rentrer dans un restaurant ou n'importe où sans qu'il y ait l'attention de tout le monde. Moi, ça m'est arrivé d'entrer dans des restaurants où tout d'un coup, la salle arrête de parler. Tu fais bon, ok, là, il se passe quelque chose, tu rentres... j'allais pas trop en boîte de nuit, mais ça m'est arrivé quelques fois. Pareil. Tu vois, où ils vont te passer I Will Survive. Tu vois, parce qu'ils vous ont vu à la fin. Donc du coup, petite dédicace. Tout le temps. Sauf que tout le monde le faisait, donc au bout d'un moment, c'était un peu chiant à la longue. Après ce qui moi, m'a sauvé, c'est de repartir en Allemagne avec la rigueur allemande. Voilà, parce que quand je suis reparti, ils m'ont offert une magnifique montre. Ils m'ont dit bravo, on est trop fiers, champion du monde. En plus, ici, il y en a quelques-uns des champions du monde. T'avais Franz Beckenbauer, Rummenigge, t'avais Lothar Matthäus. Et donc voilà, donc les mecs ils savaient ce que c'était, ce que ça représentait. Ils m'ont dit mais par contre maintenant, l'équipe de France, c'est bon, on s'en fout. C'est la Ligue des Champions avec le Bayern. Donc du coup, je me suis reconcentré. Mais je voyais bien qu'à chaque fois qu'on revenait en France, voilà, on avait créé quelque chose. Et à ce jour, ce truc existe encore. Donc c'était fou. Et on était, à l'époque, comme les Beatles, on suscitait beaucoup de désir, beaucoup de fascination. C'est ça aussi qui est marquant. Et quand tu disais en fait que ça a touché énormément de personnes, ça va évidemment de celles et ceux qui sont plutôt de ta génération, mais aussi la mienne et encore en dessous. Ça montre à quel point vous avez marqué plus qu'une époque. Et aujourd'hui, j'allais te dire, c'est presque encore mieux parce que c'est doux, c'est plus à taille humaine. Avant, c'était la folie, c'est ingérable en fait. Tu vois. Et là, c'est à taille humaine, c'est comme si tu buvais un petit verre de vin tous les jours. Tu l'apprécies
Ouais, délicieux. Et tu vois, t'as toujours quelqu'un qui va te dire, ah ben vous savez, j'étais avec mon fils pour ce match-là, c'est un souvenir fantastique pour nous. Je faisais ça ce jour-là. Et bon voilà, chacun raconte, c'est assez marrant parce que chacun vient te raconter sa petite histoire personnelle. Et la manière dont ils ont vécu ce moment. Ouais. Exactement. Et des fois, tu as même des enfants qui te racontent l'histoire au travers de ce que leurs parents... Des yeux d'or, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de transmission qui se fait. C'est fort. C'est fort, et évidemment, ça doit te toucher aussi. Écoute, c'était super passionnant de t'écouter. Merci de t'être ouvert à l'occasion de ce podcast pour Liora. Pour conclure sur la question de la reconversion qu'on a évoquée ensemble il y a quelques instants, si on t'offrait une formation Liora, Vicente, laquelle tu choisirais? Il y a par exemple prompt et il y a générative, pardon pour l'accent anglais, pour gagner du temps sur la préparation des matchs. Il y a aussi la cybersécurité, pour éviter que Grégoire Margoton arrête de te piquer des idées. C'est quoi qui te plairait là-dedans? Moi, ouais, l'IA. Formation sur l'IA parce que j'ai déjà un peu utilisé l'IA et je vois le potentiel, même si je l'ai sous-exploité. Je ne vais pas forcément m'en servir pour mes commentaires de match ou mes analyses de match, parce que je veux garder ma sensibilité. Cybersécurité, je crois qu'il faut quand même s'y coller un petit peu. Ouais, je pense. C'est un peu dangereux. Ouais. Donc, il y a pas mal de formations qui pourraient m'intéresser. Il y en a une autre aussi, j'ai oublié. La data et le machine learning pour prédire les futurs gagnants. Oui, alors, bon, prédire les futurs gagnants, non, mais par contre, la data, oui, la data par rapport à tous les éléments physiques dont on a besoin dans un match. C'est important de savoir les courses en haute intensité des joueurs, c'est important de savoir aussi combien de kilomètres ils font pour voir un peu la capacité athlétique d'un joueur, d'avoir certaines statistiques. Mais presque, j'ai envie de te dire, j'aime bien le savoir après. Ça vient compléter mon analyse. Encore une fois, je ne veux pas sortir du match, mais ça m'intéresse après d'avoir ces éléments-là. Le choix est fait. Le choix est fait, donc merci beaucoup Vicente d'avoir été avec nous, c'était un plaisir évidemment d'échanger avec toi durant ces longues minutes. J'espère aussi que ça vous a plu et que vous allez évidemment rester plus que connectés pour le prochain podcast de Second Souffle avec Liora. Et on n'oublie pas évidemment la Coupe du Monde et on souhaite une très belle Coupe du Monde à l'équipe de France. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, à bientôt!